L'atelier Sento est composé d'Olivier Pichard, dessinateur de formation, et de Cécile Brun, autodidacte. Le duo, qui a décidé d'unir ses forces, travaille essentiellement sur des projets basés sur leur vécu au Japon, au travers d'aquarelles, estampes ou photographies argentiques. Début septembre, nous sommes allés à leur rencontre dans la région bordelaise afin d'en savoir un peu plus sur leur travail et savoir ce qui les attire au Japon. Je pense que dans un premier temps, il y a l'exotisme, hein. C'est-à-dire qu'au début, on avait envie de quelque chose de vraiment différent de la France. Alors à l'origine, on a commencé comme un peu tous les touristes par faire des voyages très basiques entre les différentes destinations les plus prisées, genre le mont Fuji, Kyoto, Tokyo. Et on avait beaucoup aimé. Ça nous a donné l'envie d'en découvrir plus. Et puisque Cécile a fait des études de japonais à l'université, elle a eu l'occasion d'y passer une année en échange universitaire à Niigata. Et si on a choisi Niigata, c'est parce que contrairement à la plupart des destinations, c'est un endroit qui a quasiment aucun attrait touristique. Il n'y a pas grand chose à y voir. C'est ce que les Japonais appellent le vrai Japon, le Japon où les touristes ne vont pas. Il y a plein de choses maintenant qui nous attirent, qui sont complètement différentes de ce qu'on attendait au départ. Notamment, moi je sais que ce que je trouve assez formidable au Japon, c'est le folklore et l'artisanat qui sont très vivants actuellement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien et qu'on essaie de mettre en avant aussi en travaillant de manière artisanale, nous, avec l'atelier Sento. D'ailleurs, l'atelier Sento, je pense que le nom lui-même est vraiment représentatif de ce qu'on aime au Japon, c'est-à-dire Sento, ce sont des bains publics japonais. Alors les bains publics japonais tombent en désuétude. C'est des lieux qui étaient là avant pour les gens qui n'avaient pas de salle de bain, mais c'était surtout un lieu de rencontre sociale très important pour communiquer, quoi, où les vieux, les jeunes se retrouvaient là. Et au fond des bains, il y a toujours un grand mont Fuji en fait, qui est peint. Et il y a des peintres qui sont spécialisés dans la peinture du mont Fuji des Sento en fait. Et ça, c'est c'est quelque chose qu'on aime bien, c'est-à-dire que l'art est mêlé au populaire. Et voilà, c'est sur ce genre de choses qu'on travaille. Le 25 octobre sortira la première BD de l'atelier Sento, Onibi, carnet du Japon invisible. Cette BD, ayant pour personnages principaux Cécile et Olivier, s'inspire de leur voyage au Japon sous forme d'histoires courtes. Le tout s'articulant autour de photographies un peu étranges. Cécile achète un appareil photo dans une vieille boutique. Elle se fait un peu arnaquer par le vieux vendeur qui lui présente ça comme un appareil photo magique capable de photographier les esprits japonais. Et donc, en fait, on va partir en voyage, en expédition sur les routes japonaises pour essayer de débusquer ces esprits et de les photographier. Sauf qu'ils sont invisibles et bien entendu, on ne les voit pas. Et comme c'est un appareil photo argentique, tant que la pellicule n'est pas développée, on n'a aucune preuve en fait de s'il s'est passé quelque chose ou pas. Donc voilà, le projet joue sur cette ambivalence, le fait que quand on est en voyage au Japon, on a toujours cette impression qu'il y a quelque part des forces un peu spirituelles qui existent. La nature est très vivante, assez mystérieuse. Et c'était pour en fait parler de manière un peu ludique de cette expérience qu'on a au Japon quand on se promène dans les forêts, dans les montagnes, qu'on découvre des petits temples abandonnés. L'histoire de Onibi mélange donc la fiction et le réel. Alors, quelle est la part entre le vrai et le faux? Tout est vrai, mais légèrement vu sous un angle différent. C'est-à-dire que les lieux sont vrais, ce sont des lieux où on est allé. Ils sont dessinés tels quels, on n'a rien à rajouter, rien à enlever. Les personnages sont quasiment tous des personnages qu'on a rencontrés. La plupart du temps, ils sont dessinés tels qu'ils sont. Des fois, on n'avait pas les photos, donc on les a un peu réimaginés. Mais ce sont des vraies rencontres, sauf que tout est un petit peu vu dans notre angle. Les rencontres, les conversations sont presque fidèles et en même temps sous l'angle du fantastique et du contexte aussi, en fait, on peut imaginer autre chose. Donc l'idée, ça a été de vraiment réfléchir à tout ce qu'on avait vécu, de sélectionner les moments exacts et de les transformer, de les arranger, de les mettre à d'autres moments pour faire une histoire qui, elle, est complètement fantastique. Donc à l'origine, on voulait être dessinateur de bande dessinée. C'était un but qu'on s'était fixé. Et en rentrant du Japon, on avait préparé un certain nombre de projets directement inspirés de nos voyages qu'on a présentés à plein d'éditeurs. Et en fait, aucun d'entre eux n'a fonctionné. C'est donc Delphine et Alexandre, des éditeurs d'Iseki Nicho, qui nous ont contactés pour nous proposer en fait, de faire un livre de notre choix
en ayant pour seule contrainte le temps. Donc on avait 6 mois pour réaliser quelque chose. Et comme on avait carte blanche, on a eu envie de faire une BD parce que c'est quand même notre premier amour, quoi, la bande dessinée. L'idée même du projet, elle nous est d'une certaine manière venue il y a plusieurs années, puisque à une certaine époque, on voulait faire quelque chose des photos que Cécile prenait au Japon, donc des photos avec un appareil argentique qui ressemble exactement à celui qui est dans la BD. Et on avait eu l'idée, pour travailler ensemble sur ce projet-là, de faire une série de fantômes japonais, de yokai, où donc je dessinais le yokai à l'encre, on l'intégrait à la photo et on tirait le truc avec un procédé très ancien qui s'appelle le cyanotype, qui date du 19e siècle, qui permet de révéler les photos à la lumière du jour, directement à partir du négatif. Donc ce projet-là avait un peu avorté, en fait on avait fait une photo et la deuxième on avait buté sur des difficultés techniques qui faisaient qu'on n'avait pas continué la série. Quand le projet Onibi s'est lancé, on a eu l'idée de le rattacher à cet ancien projet parce que ça faisait une motivation en fait de finir cette série-là et de l'inscrire dans une histoire, parce qu'en fait dans tous les projets qu'on fait, ce qui nous importe le plus c'est qu'il y ait une histoire, et c'est pour ça que souvent quand on a un projet qui est juste illustration sans histoire ou photo sans histoire, des fois ça ne va pas jusqu'au bout. Les deux dessinateurs qui ont l'habitude de se partager les tâches sur leurs différents projets ont mis quelques temps pour trouver un juste équilibre sur Onibi. Onibi, on a fait plusieurs tests de pages avant de décider de ce qu'on allait faire. Au final, on a discuté un peu de l'histoire ensemble. Ensuite, Olivier a écrit tout le scénario. Moi, j'ai fait les storyboards et crayonnés. Et ensuite, Olivier a fait le report. Alors, ce qu'on appelle le report, c'est l'ancrage en fait, sauf qu'on le fait avec un crayon à papier, quoi. Et la mise en couleur, c'est lui qui l'a faite. Voilà, on travaille au crayon et à l'aquarelle. Après, il y a aussi le passage en numérique, la numérisation des pages. Alors, c'est un peu particulier, on scanne d'abord le crayonné et ensuite on rescanne la page une fois qu'elle est colorée. Et sur ordinateur, je superpose les deux, ça permet de travailler les couleurs sans toucher au noir du crayon en fait. Et aussi parce qu'au niveau du scan, parfois le crayon a tendance à s'estomper parce que le crayon produit une sorte de reflet. Donc ça permet d'éviter ça. Donc c'est moi qui m'en occupe. Et ensuite Olivier essaie de rattraper les couleurs par ordinateur. C'est lui qui s'en occupe vu que c'est lui qui a fait les couleurs papier. C'est moi qui fais les bulles. Donc je remplis les bulles avec les dialogues. Sur Onibi, c'est Olivier qui a fait entièrement la police d'écriture. Qu'il l'a écrite au papier, scannée, et donc il a créé une police d'écriture qui est pour Onibi, quoi. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on a fonctionné. Alors je pense que Onibi, c'est pas le genre d'histoire qu'on a l'habitude de lire sur le Japon. On espère que ça ne rebutera pas les gens, qu'ils auront plutôt envie de découvrir un peu cette nouvelle facette un peu habituelle. Ce qu'on essaie de transmettre comme message, quand même, ça va pas mal à l'encontre des grosses productions et de ce qui se fait. Par exemple, voilà, des trucs comme Pokémon ou comme ça. Nous, on veut parler de yokai, mais on essaie de montrer que ce qui fait leur charme, c'est un peu leur côté terrifiant, inquiétant. On montre aussi qu'il y a pas mal de Japonais d'un certain âge qui sont envieux de transmettre un folklore qui est pas aussi rassurant que ce qui se fait actuellement et qui ont du mal à trouver des auditeurs en fait pour ça. Donc en tant que voyageurs ou visiteurs étrangers, si on est un peu à l'écoute de ces gens-là, ben, ils nous transmettent quand même pas mal de petits secrets, de choses assez étranges qui méritent qu'on y prête l'oreille, quoi.